Nous avons le grand plaisir d'accueillir Jorge Marasic. Bonjour. Bonjour. Donc Jorge Marasic, c'est un historien chilien, arrivé en Belgique dans les années 70, donc réfugié politique, et il vit encore en Belgique aujourd'hui. Donc tu es professeur d'histoire de profession, donc, et tu es en train de finir une histoire de l'unité populaire. Donc l'unité populaire, c'est la coalition de gouvernement de Salvador Allende au Chili dans les années 70, de 1970 à 1973. Pourquoi on voulait parler de l'unité populaire? Donc, on va bientôt commémorer le 11 septembre prochain, les 50 ans du coup d'État contre cette unité populaire. Et il nous semble très important de commémorer cet événement pour trois raisons. La première, c'est que l'unité populaire, c'est vraiment une des expériences les plus remarquables de socialisme démocratique, donc de socialisme réel arrivé par la voie des urnes. La deuxième, c'est que le coup d'État en lui-même a ouvert la voie à presque 20 ans de dictature militaire très sanglante d'Augusto Pinochet, donc qui reste dans l'inconscient collectif même en Belgique parmi les grands dictateurs du XXe siècle, hein, avec Hitler, Mussolini, un des grands représentants de l'extrême droite historique. Et la troisième raison, c'est que Augusto Pinochet, dans cette dictature militaire, a décidé de mettre en place une des toutes premières expériences néolibérales. Donc en fait, pour mettre en place un gouvernement, il a fait appel à des économistes qui ont été formés à l'école de Chicago, de Milton Friedman, on les appelle les Chicago Boys. Et donc voilà, c'était la première grande expérience grandeur nature du néolibéralisme. Donc c'était il y a 50 ans. On peut dire que le néolibéralisme est en train de vivre ces dernières années, ou en tout cas est en train de décliner. Donc c'est quand même une idéologie qui a un demi-siècle déjà d'existence, en tout cas concrète. Donc tu vas nous éclairer tout ça avec ton regard d'historien. Aujourd'hui, je suis dans un travail de longue haleine qui est reconstitué l'histoire complète de réalisation, mais puis des tensions politiques aussi, et puis des coups d'État de ces gouvernements Allende. Et j'ai un plan sur 8 volumes. Bien sûr, ça se passe en espagnol, donc c'est au Chili qui est édité aux éditions L'Homme. Les 2 premiers sont parus et les 2 suivants vont paraître dans 2 semaines. Donc je suis à la moitié du travail, hein, en fait. Mais puis, il faudrait encore les autres 4 qui vont me prendre quelques années de travail. Mais enfin, ça vaut la peine et je suis très content de le faire. Et je pense que là, les travaux que je fais, c'est pour les effets, ça pourrait quelque part inspirer un projet de société dans ce sens. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on t'a invité, parce qu'effectivement, l'expérience dont on va parler de Salvador Allende est vraiment très très pertinente, apporte beaucoup d'éclaircissements sur ce qu'on pourrait mettre en place. Donc toujours l'histoire pour éclairer le présent. Revenons maintenant au gouvernement d'Allende, parce que finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gouverné exactement de novembre 1970 à septembre 1973, non même pas 300. 1000 jours à peu près de gouvernement. Et pourtant, il a fait beaucoup de choses. Et dans une période très claire, ça serait très long aller dans les détails, mais je vais essayer d'énumérer les réalisations les plus importantes. L'analyse que la gauche faisait, c'est que le Chili avait, disons, 3 grands problèmes. Le premier, c'était que les richesses naturelles, donc les minéraux essentiellement, étaient exploitées par des sociétés étrangères qui laissaient très peu au Chili rapatrier la plupart du bénéfice. Le deuxième était que l'agriculture était basée sur des grands domaines agricoles qu'on appelait latifundias, où les paysans vivaient dans une situation extrêmement injuste, misérable. Mais aussi, ces domaines étaient très peu productifs. Le Chili devait racheter de plus en plus d'aliments que pourtant il pouvait produire. Et le troisième problème, c'est qu'à peu près la moitié de la société survivait. Étaient des marginaux, on les appelait à l'époque, donc pouvaient à peine acheter des aliments. Donc elles étaient misérables, mais c'était plus que ça, ils n'avaient presque pas de contact avec les pouvoirs. Et donc l'industrie qu'il y avait, au Chili, il y avait une certaine industrie depuis le Front populaire, mais produisait pour la moitié qui pouvait acheter les produits.
Et à l'époque, par exemple, la plupart des textiles, tout ce qui est toile, était fabriqué au Chili. Donc ce n'est pas comme maintenant qui ça vient de la Chine. Enfin. Et à l'époque, c'était des usines textiles qui les fabriquaient, mais ces usines fabriquaient des textiles pour la moitié qu'ils pouvaient acheter, les chemises, les pantalons, etc. Et les autres, ils ne pouvaient pas. Donc les autres, ce sont des paysans, des ouvriers C'était presque tous les paysans, qui étaient un tiers de la société, et ce qu'on pourrait appeler en gros les pauvres de la ville, les ouvriers mal payés, et les chômeurs qui vendaient dans la rue, les habitants de bidonvilles qui avaient des travaux de temps en temps, des domestiques, des gens de ce type. Ce qui faisait à peu près la moitié de la société. Et donc, les projets étaient d'augmenter les revenus les plus bas et de faire augmenter la production industrielle au Chili parce que les industries ne produisaient pas à toute sa capacité parce qu'il n'y avait pas suffisamment de pouvoir d'achat. Donc augmenter les pouvoirs d'achat et augmenter la productivité des industries. Mais pour cela, il fallait nationaliser certaines industries pour les orienter vers la production populaire. Donc, qu'est-ce qui fait le gouvernement Allende? La première mesure, et la mesure la plus importante, parce que ça a des effets jusqu'à aujourd'hui, c'était de nationaliser les 5 grandes mines de cuivre qui étaient exploitées par des sociétés qui avaient son siège aux États-Unis, bien qu'elles étaient dans des sociétés mixtes avec l'État chilien. Et c'est la nationalisation des mines de cuivre, c'est impressionnant parce que de 1971, l'année de la nationalisation, jusqu'à aujourd'hui, ces 5 mines ont fait entrer aux caisses de l'État chilien 115 000 millions de dollars. Donc c'est une somme énorme et qui est à la base de tous les progrès qu'a pu connaître le Chili depuis lors. Donc c'est la principale mesure économique depuis le XXe siècle, la nationalisation des cuivres. Mais en plus, il fallait bien sûr payer une indemnité aux sociétés. Mais le gouvernement de l'unité populaire a décidé de déduire de l'indemnité ce qu'il appelait les bénéfices excessifs. Qu'est-ce que c'est que les bénéfices excessifs? Eh bien, cette idée vient des États-Unis. Et aux États-Unis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, toutes les sociétés qui produisaient pour l'effort de guerre, que ce soit les chaussures, les uniformes, n'importe, ne pouvaient faire pas plus ne pouvaient dépasser les 5% des bénéfices. C'est ce qu'on appelle maintenant les surprofits. Oui. Dans l'actualité. Oui. Donc, où est-ce qu'on peut situer ça? Eh bien, aux États-Unis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a dit 5% c'est correct, et plus que ça, taxé à 87%. Et pendant la guerre des Corées, c'était 8% ce qui était correct, et au-delà de ça, c'était taxé aussi très fort. Eh bien, au Chili, Allende a dit 10%, mais pour éviter toute erreur, le calcul a été fait sur 12%. Et au-delà de ça, les profits qui vont au-delà des 12% par an est déduit de l'indemnisation. C'était une manière de compenser tout ce que les Chiliens avaient perdu, parce que pratiquement les multinationales les laissaient pratiquement rien en Chili. Et donc, pour les 5 grandes mines, pour 3, ils étaient en dessous de zéro. Donc, il y a eu indemnisation, mais il n'y a pas eu de paiement, parce qu'en déduisant ces bénéfices excessifs, et pour 2 qui étaient de nouvelles mines, là, il y a eu quelques millions de dollars d'indemnisation. Ensuite, il y a d'autres types de mesures. Une deuxième mesure, c'est augmenter les revenus les plus bas, des plus démunis. Et tout le monde a eu une augmentation des salaires d'accord à l'inflation, ce qui était normal, mais les catégories les plus bas sont dit plus 5 les plus bas ou plus 10% les plus bas ou 5% la tranche qui suivait. Et les allocations familiales qui étaient différentes pour les ouvriers et les employés les plus bas ont été aussi augmentées. Et, bref, il y a eu plusieurs types d'augmentation. Donc, en résumé, je cite les ministres des Finances de l'époque, Américo Zorrilla s'appelait-il, pour un travailleur qui est marié et qui a 3 enfants, ses revenus mensuels étaient de 540 escudos, c'était la monnaie de l'époque, et avec toutes les augmentations, ils l'ont passé à 920. Donc ils l'ont presque doublé. Les plus bas, pas tous les revenus, j'insiste. Mais à partir de là, ces catégories qui avant survivaient pouvaient commencer à consommer des produits. Par exemple, c'est l'époque, l'année 71, les gens cuisinaient dans des cuisines à mazout, qui étaient très dangereuses, parfois provoquaient des incendies. Ils ont pu passer aux cuisinières à gaz.
ou s'acheter un frigo pour la première fois, ou un téléviseur, c'était les téléviseurs commençaient à arriver, ou des draps de lit, ou un matelas. Et ce type de choses sont entrées, et aussi un meuble pour ranger les livres. Je vais parler des livres par la suite. Donc, ça, il y a eu pour la première fois, disons, une augmentation considérable des revenus des plus bas. Bien sûr, il fallait que l'industrie suive. Alors, bien que dans les programmes, le gouvernement ne comptait pas faire une maison d'édition publique, il y a eu une occasion. La principale maison d'édition privée était en faillite déjà un tout petit peu avant le gouvernement d'Allende, et les propriétaires demandent au gouvernement est-ce que vous voulez bien l'acheter. Enfin, l'acheter, ça veut dire assumer les dettes. Et le gouvernement dit d'accord. Et ça s'appelait Zigzag. Et elle avait entre 800 et 900 travailleurs. Et le gouvernement, ce qu'il a fait, c'est investir. Les travailleurs ont passé à 1500, mais au lieu de faire des tirages, des ouvrages de 3000, 4000, ce qui est un peu la situation actuelle, ils tiraient à 50 000, 100 000 exemplaires et ils ont édité des livres qui étaient les classiques universels, Shakespeare, et les classiques chiliens aussi, mais à des prix extrêmement démocratiques. Disons, oui, aujourd'hui il y a beaucoup d'impôts, mais les gens disaient un livre ça coûtait la même chose qu'un paquet de cigarettes, c'était à une époque. Donc, et comme il n'y avait pas de librairies dans les quartiers populaires, les librairies étaient dans les quartiers plutôt riches ou de classe moyenne, ils ont fait un contrat avec les kiosques, les vendeurs de journaux, qui sont devenus aussi des libraires. Et donc, les livres étaient diffusés dans les kiosques. Et de cette manière-là, les livres sont arrivés pour la première fois au foyer populaire. Et donc, quand je disais que pour la première fois, ils ont rangé des livres, c'est exact. Donc, les livres. Une autre mesure importante, les demi-litres de lait. Et le Chili était un pays à haute mortalité infantile. La mortalité infantile, je rappelle, c'est les enfants qui naissent avant la première année de vie. Et ça se calcule par 1000, c'était 80 par 1000, ce qui est quand même assez haut. Et le Chili décide d'importer, même de consacrer une partie de ses devises à acheter du lait en poudre pour donner gratuitement et inconditionnellement, sans aucune condition, un demi-litre de lait à tous les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans, y compris aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitaient. Et ça s'est fait à partir de 6-7 ans dans les écoles, parce qu'effectivement tout le monde allait à l'école, et avant, pour les enfants entre 0 et 6, dans les consultations qui existaient dans les quartiers populaires, mais organisées de manière telle que si mère ne se présentait pas, on allait la chercher. Donc le lait vraiment est arrivé partout. Et la mortalité infantile a diminué dans les premiers 6 mois et de manière radicale, donc c'était la mesure à prendre. Une partie du lait, d'ailleurs, a été achetée en Belgique, parce que les Chili ne produisaient pas suffisamment de lait, les producteurs privés ne voulaient pas vendre. C'était aux Pays-Bas, en Belgique, dans la Nouvelle-Zélande, là où il y avait des grands stocks, et les stocks n'étaient pas chers. Voilà, les laits ont été c'est des laits en poudre, c'est ça, hein? C'était des laits en poudre. En fait, on donnait des sacs de lait en poudre pour un mois. Mais le calcul, c'était un demi-litre de lait par quotidien pour chaque enfant. Ensuite, il y a une nationalisation d'un certain nombre d'entreprises, notamment des monopoles, les textiles, les industries de pêche, en utilisant des lois qui existaient, qui ont été redécouvertes parce que le gouvernement n'était pas majoritaire au Parlement. Et ces industries étaient réorganisées de manière à produire à toute sa capacité. Et par exemple, quand il y avait 2 tours de 8 heures, on ajoutait un 3e tour de 8 heures de manière à que ça produise, pour augmenter la production, pour satisfaire la nouvelle demande que je viens d'expliquer. Etc. Bon, les nombres de postes dans tous les postes d'enseignement, du jardin, école, université ont augmenté. Il y a un gros effort pour construire des logements, et c'était des logements dignes parce que ça a fait diminuer le chômage. Et on a construit en tout les 300, dont le gouvernement a construit 158 maisons, et c'était des habitats dignes. Les revenus du haut fonctionnaire des présidents de la République ont été limités à 20 salaires minimales, le vital on l'appelait à l'époque. Et personne ne pouvait gagner plus que ça dans la fonction publique. Et Allende l'a appliqué sur lui-même.
Et pour tous les députés, sénateurs, gagnaient 20 salaires vitaux et pas plus. Donc c'était dans la loi. Il y avait le revenu minimum, et en dessous de ça, c'était le revenu vital, c'est ça? À l'époque, on appelait vital les minimums d'aujourd'hui. Mais c'était encore plus minimum, disons. Et donc la loi disait pas plus que 20 salaires vitaux, c'était comme on les désignait il y a 50 ans. Mais ça correspondait à peu près au minimum d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très très loin de ça. L'échelle est beaucoup plus grande que avant. Et par exemple, je vais donner une mesure symbolique, mais la voiture de la présidence, c'était le Fiat 125, qui est une petite voiture, mais qui était montée au Chili. Donc c'était une manière de stimuler l'industrie chilienne. Voilà. Et en gros, ça, c'est les mesures. Mais sur le plan institutionnel, parce que ça, c'est plutôt des mesures économiques, qu'est-ce qui compte faire? Donc, il y a eu 2 projets de constitution, mais un premier qui a été déposé au Parlement fin de l'année 71. Et dans ces projets, l'idée phare était une seule chambre. Donc terminer avec le Sénat et la Chambre des députés et faire un seul congrès national. Oui, congrès national, ça devait s'appeler, avec 160 députés élus proportionnellement. Mais il y avait aussi plusieurs mesures démocratiques dans le sens qu'il acceptait les lois d'initiative populaire. Si quelqu'un réunissait un nombre de signatures, et les parlements étaient obligés à discuter cette proposition de loi. Et les syndicats avaient le droit d'introduire aussi des propositions de loi, selon ces projets de constitution. Il a marqué l'égalité entre les hommes et les femmes, parce qu'à l'époque, les femmes mariées ne pouvaient pas ouvrir un compte en banque sans la signature de son mari, ou ne pouvaient pas quitter le pays sans la signature. Voilà. Et tout ça a été éliminé, comme toutes les différences entre les enfants légitimes et illégitimes. Les enfants nés au mariage ou hors mariage, c'était une tradition conservatrice sur les propriétaires du domaine, voilà. C'était une question d'héritage à l'époque. Ensuite, dans cette constitution, il y avait aussi les parlementaires ne pouvaient être réélus qu'une seule fois. Dans tout. Les postes les juges de la Cour suprême ne pouvaient rester que 6 ans dans son poste, ensuite ils devaient faire autre chose. Donc ça, c'est les mesures. Tout ça n'a pas passé, l'unité populaire n'avait pas la majorité. Et ensuite, il y a eu un deuxième... Donc les mesures institutionnelles, c'est dans le projet de constitution, c'est ça? Oui, et là, ça n'a pas passé. Et ça a été présenté au Parlement. Ensuite, il y a eu un deuxième qui a été annoncé en septembre 72, mais qui n'a pas été prononcé au Parlement. Mais c'était, disons, je résume, une constitution très participative. Donc, il créait les institutions où par participation populaire, il y avait des comités de santé, il y avait des comités de décision économique ou des comités de concertation, il y avait les syndicats patronaux aussi, mais devaient prendre ou conseiller les gouvernements dans ces décisions. Donc c'était une constitution très inspirée dans la participation populaire. Donc voilà en gros pour disons, on a passé en revue les grandes réalisations du gouvernement Allende. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Oui, donc en gros, un redressement économique, une renationalisation, mais donc dans un but de redistribution. Oui. Et alors, plusieurs mesures, donc évidemment des mesures sociales, de soutien vraiment pour éradiquer la pauvreté. Et aussi, moi je me rappelle, donc j'ai participé à tes conférences, il y a des mesures comme par exemple l'investissement dans le réseau d'électricité, par exemple. Donc un vrai développement du pays en profondeur. Il y a eu tout ce qui était les égouts, l'électricité, tout ça. Il y a eu des investissements dans des travaux publics de ce type. Peut-être on doit parler de la politique étrangère. Oui. Et avant ça, moi j'avais épinglé aussi 2 réformes. C'est pas une réforme, c'est une mesure. Donc c'est symbolique, mais par exemple,
ça fait écho à certains problèmes qu'il y a eu avec Macron en France. Donc c'est l'interdiction. Enfin, il n'y avait pas de portrait présidentiel dans les bâtiments publics. C'est très important ce que tu dis. C'est le seul président de Chili qui n'a pas voulu mettre son portrait dans tous les bureaux publics, les ambassades. Il dit c'est un fait inutile, on ne le fait pas. Et on rappellera qu'il y a des gens qui ont été en prison en France parce qu'ils ont volé des portraits de Macron. Ils ont sorti. Mais tous les autres présidents de Chili l'ont fait, y compris l'actuel, et ont mis son portrait. Et il y a 50 ans, il y a un président qui ne voulait pas de portrait du tout dans les bâtiments officiels. Oui, c'est des symboles, mais c'est des symboles importants. C'est comme que tu disais, la Fiat 125 comme voiture présidentielle. Je voudrais dire aussi qu'il y a eu un côté de probité. C'était un gouvernement honnête, même si on a tiré à boulet rouge en disant que c'était con. Mais je dirais que c'est établi parce qu'après les coups d'État, la plupart des ministres ont été arrêtés. Et arrêtés, Manu Mictari, sans droit de défense. Et tous ces domiciles privés ont été passés à peigne fin, perquisitionnés par les militaires plusieurs fois. Ces comptes en banque ont été examinés de la A à la Z. Et il y a eu même un comptable qui a examiné la situation de chacun un par un parce qu'il voulait faire un grand procès. Ils n'ont rien trouvé. Oui. Absolument rien trouvé et ils n'ont pas pu établir les procès. Je pense que c'est important à dire. La seule chose qu'ils ont trouvé, je crois, que quand ils ont été, quand les caméras sont allées dans la maison présidentielle que l'armée a assiégée, ils ont mis, je crois, une revue porno sur le bureau d'Allende, je crois. C'est pas. Je ne l'ai pas vu, mais je m'en souviens qu'on montrait à la caméra, on a ouvert les frigos de la maison Allende, et scandale, il y avait 2 poulets. Ah, comme les photos. Ça, c'est la corruption, c'est 2 poulets. Voilà, et ils n'ont pas pu montrer plus que ça. Et une autre chose intéressante aussi, c'est qu'il a un peu resserré la réglementation, les procédures de la police. Tout à fait, j'avais oublié ça, mais il y a eu un incident qui était très important. D'abord, la police avait un groupe qui s'appelait le Grupo Móvil en espagnol. C'est lui qui allait charger lors des manifestations. Un peu comme les Braves maintenant. Ces groupes ont été dissous. Et ces policiers ont été envoyés dans les bidonvilles pour essayer il y avait beaucoup de délinquance et tout ça. Mais il y a un cas qui était intéressant parce que peu de jours après le gouvernement, il y a eu une occupation d'un grand domaine agricole, comme il y a eu beaucoup, parce qu'il y a eu un grand mouvement social, dont des paysans occupent en demandant l'application de la loi de réforme agraire, dont peut-être je n'ai pas parlé de ça aussi. Et justement, en demandant l'application de la loi de réforme agraire, un groupe de policiers arrive, tire et il y a un blessé. C'était un jeune. Et ceci en novembre 70. Allende a convoqué une réunion de tous les officiers de police de Santiago. Il y a un ordre clair et absolu, ne pas tirer. Sauf si vous êtes menacé, mais d'une manière claire et évidente. Et sinon, vous ne pouvez pas tirer avec vos armes à feu. Et il a donné cette instruction à toutes les polices claires et dans tous les journaux. Vous ne pouvez pas utiliser vos armes à feu dans d'autres cas. Et donc, je pense que c'est intéressant à souligner. C'est vrai que j'oubliais, j'étais dans la ville, mais j'avais oublié la campagne. En gros. Bon, au Chili, à peu près un tiers de la population vivait la campagne, mais comme je vous disais, il y avait des grands domaines. Alors, la réforme agraire, qu'est-ce que c'était ? Ce n'est pas le gouvernement d'Allende qui a commencé, ça a commencé avant. Justement, ces tentatives de réforme, qui étaient même soutenues par Kennedy aux États-Unis, par l'Église, ils ont voulu faire passer une loi qui permettait à l'État d'exproprier un domaine dont sa surface était supérieure, mais là c'est un concept technique, à 80 hectares en espagnol, c'était riego básico, mais c'était une mesure en fait qui combinait surface et productivité. Donc c'était pas la même, donc il y avait tout un tableau de conversion parce que ça dépendait si les terres étaient plus ou moins productives. Mais disons, dans la région du sud de Santiago, 1 hectare correspondait à 1 hectare de celle-là, mais dans la montagne, bien sûr, 1 hectare productif correspondait à 30 hectares, etc. Et donc, c'est une mesure technique un peu compliquée. Mais enfin, sur ces critères-là de surface, tous les domaines au-delà de ça pouvaient être nationalisés.
pour en faire des coopératives. Et un peu plus tard, mais ça a été voté, tous les terres qui n'étaient pas cultivées pouvaient être expropriées par l'État de n'importe quelle taille. C'était un débat assez intéressant, mais je m'en souviens que les chrétiens argumentaient avec des citations de Saint Augustin en disant que la propriété a un rôle social qui était importante, et si la propriété ne tenait pas ce rôle social, on avait le droit d'intervenir, enfin, on ne pouvait pas laisser les terres incultes. Il y avait des chrétiens qui ont dit ça. Mais c'est les chrétiens qui ont présenté les projets au nom de ces concepts. Ce concept a été installé dans la Constitution. Donc on pouvait exproprier les terres qui n'étaient pas cultivées. Après, enfin, il y avait certaines règles, dans certaines périodes, etc. Mais ça, c'était l'idée des bases. Et sous les gouvernements démocrates chrétiens avant Allende, la loi a été votée par la démocratie chrétienne et la gauche. Au Chili, il y avait 5800 domaines qui répondaient aux critères d'expropriation, donc plus que ces 80 hectares de cette mesure technique. Les gouvernements démocrates chrétiens ont exproprié 1400. Mais Allende a exproprié tous les autres. Donc on est à peu près à 4400 à peu près. Donc bref, le gouvernement antérieur a fait un tiers et Allende a fait 2 tiers de la réforme agraire. Alors, qui devenaient les terres expropriées devenaient des coopératives. Et après, pendant 3 à 5 ans, et après 5 ans, les paysans devaient décider s'ils devaient distribuer la terre en petits domaines à chacun, des bénéficiaires, ou s'il restait sous forme de coopérative. Mais bien sûr, ce vote n'a jamais eu lieu parce qu'il y a eu les coups d'État, et les coups d'État a forcé la division de la terre. Mais ça, c'était donc le gouvernement d'Allende dans la campagne a appliqué à fond la réforme agraire. Donc il a fini avec cette vieille tradition de latifundia très peu productive. Et si ça n'a pas apporté la justice sociale, ça a apporté une agriculture plus moderne. Actuellement, elle est composée de domaines plus petits et plus productifs. Donc on était dans un contexte de guerre froide compliqué. Donc qu'est-ce qui fait le Chili? Jusqu'avant Allende, les gouvernements avant le Chili était un pays aligné avec les États-Unis dans la guerre froide. Et quand je veux dire aligné, ça veut dire des choses dans les votations importantes dans les Nations Unies, ils votent avec les États-Unis. Par exemple, le Chili n'avait pas de relation avec Cuba parce que n'avait pas de relation avec la République démocratique allemande ni avec la Chine à l'époque. Avec l'Union soviétique, oui. Parce que ça, c'était admis. Donc, on acceptait les relations avec l'Union soviétique parce qu'il y a eu la détente. Enfin, c'était un certain réchauffement de la guerre froide, un tout petit peu. C'est ce qu'on appelait la détente à l'époque. Mais, et l'armée était vraiment contrôlée par les États-Unis. Dans ce contexte, le gouvernement d'Allende dit « Nous voulons rompre avec l'alignement et nous voulons le pluralisme dans les relations internationales ». Ce qui veut dire d'abord relations diplomatiques avec tous les pays du monde, quel que soit son régime politique interne. Il faut reconnaître celui qui gouverne. Donc le Chili va ouvrir des relations diplomatiques avec Cuba. Fidel Castro était très populaire à l'époque, avec la Chine, avec la République démocratique allemande et avec une vingtaine de pays, dont le Nigeria par exemple, d'autres qui n'avaient pas. La Corée du Nord est inclue dans ces relations. Mais a gardé des bonnes relations diplomatiques avec des gouvernements qui étaient de droite, comme les Franco, par exemple. À l'époque d'Allende, il y a eu une ligne d'aviation qui faisait Francfort, Madrid, La Havane, Lima, Santiago, qui a été créée et, disons, un très bon... Donc Franco, c'est le dictateur d'Espagne à l'époque. Oui. Donc les Franco, qui en Espagne, qui était sous une dictature d'extrême droite, mais pourtant, il y a eu des affaires, et notamment cette nouvelle ligne d'aviation qui passait par l'Espagne et par Cuba sans problème. Et aussi, il y a eu beaucoup de commerce avec l'Argentine, avec le Brésil, avec d'autres pays qui étaient sous des dictatures d'extrême droite. Donc, mais en pratiquant, par exemple, en 1971, c'est l'année où Nixon a fini avec la convertibilité du dollar en or, il l'a dévalué. Donc, les pays du tiers-monde qui avaient des réserves en or ont vu dévaluer ces réserves.
Et le Chili a préconisé une série de mesures contre ça. Par exemple, il a voulu que le commerce se fasse en 6 mesures différentes au dollar. Créer une banque où tous les pays de l'Amérique latine plaçaient ses réserves. Et il a demandé également une nouvelle conférence de Bretton Woods où le tiers-monde puisse donner son avis pour refaire les institutions financières internationales comme le FMI, la Banque mondiale. Tout ça a été proposé. Et par le gouvernement de l'Inde, bien sûr, ces mesures n'ont pratiquement pas abouti, mais enfin, elles sont, je pense, d'une étonnante actualité. C'est le titre d'un article que j'écris dans ce sens. Et soutenez, par exemple, combattez l'antisémitisme, mais soutenez la revendication des peuples palestiniens d'avoir un État. Était contre, bien sûr, l'apartheid en Afrique du Sud, et contre tout ce qui était colonialisme, et soutenait les luttes anticoloniales. Et le Chili s'est inscrit dans les mouvements des pays non alignés, qui revendiquaient le tiers-monde. Et il a obtenu d'ailleurs le siège de la 3e conférence de la CNUSET, la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, qui à l'époque était une institution assez importante, où les pays riches pouvaient discuter avec les pays pauvres. Aujourd'hui, elle existe encore, mais elle a perdu son importance. Alors ça, je dirais que c'était le principal problème. Et tout cela a été possible parce qu'il y a une grande mobilisation populaire. Et je pense que l'acteur ou les protagonistes de cette période est un peuple mobilisé. Et passe dans les syndicats dont le nombre d'adhérents a augmenté de manière assez certaine. Mais aussi dans de nouvelles organisations. Il y avait des organisations de jeunes. Et à l'époque où la situation est devenue difficile, il faut peut-être parler de ça, mais il y a eu effectivement de l'inflation, du marché noir à la fin, et des organisations populaires qui se sont organisées comme les cordons industriels ou des associations de ravitaillement, où il y a eu une grande organisation populaire pour soutenir ces projets, ou même parfois pour les critiquer dans certains aspects, mais enfin dans un sens où aller de l'avant. Je dirais, mais même comme ça, elle est désagréable, mais les salaires suivaient. Donc les gens gardaient son pouvoir d'achat. C'est vrai que souvent il fallait faire la queue, il y avait ce type de problème. Mais même comme ça, les plus démunis vivaient beaucoup mieux. Et une autre chose qui est très importante, c'est qu'ils comptaient. Disons, les gens sentaient qu'ils pouvaient exercer une influence sur l'avenir. Et n'était pas simplement que les domestiques d'avant, c'était maintenant un groupe social qui comptait. On traitait autrement les ouvrières et les domestiques. Ce n'était pas quelque chose de négligeable, et maintenant on s'adressait à eux comme messieurs. Ils se promenaient la tête haute, on sentait qu'ils comptaient, il était un gouvernement, c'était notre gouvernement. Et je pense que cet élément c'est très important, parce qu'il n'y a pas que les questions économiques qui comptent. Bien sûr, elles comptent, il y avait l'inflation, il y avait le marché noir, mais les gens vivaient mieux, et surtout les pauvres. Mais aussi, pour la première fois, les pauvres comptaient, n'étaient plus quantité négligeable. Et ça, c'est très important dans la mémoire sociale. C'est ça les grands souvenirs du gouvernement Allende. En fait, je travaille sur le gouvernement Allende parce que je pense qu'une grande partie de son programme a beaucoup d'actualité. Et j'ai fini sur sa conclusion. C'était un gouvernement qui voulait des services sociaux. Ce qu'à l'époque on appelait le socialisme. En fait, c'est le protagonisme d'un peuple qui pouvait exercer son gouvernement, mais qui avait des droits sociaux comme les droits à l'éducation, à la santé, à la pension, à la culture, à une habitation digne, etc. Et pour cela, il faut une société avec des moyens. Et au Chili, c'était les mines de cuivre. Aujourd'hui, on pourrait ajouter le lithium. Mais il faut une société qui dispose des moyens, ce qu'on appelait les richesses, pour pouvoir financer ces services sociaux. Et je pense que ça, c'est les messages fondamentaux qui viennent de ce gouvernement de l'Inde. Créer une économie qui produise des moyens pour que la société puisse garantir des services sociaux et l'épanouissement de tous. Ça, c'est le message du gouvernement Allende. Et qui est très actuel. Oui. Et dont on va fêter les 50 ans, donc il y aura quelques manifestations, enfin des activités qui seront organisées pour commémorer ça. Merci beaucoup alors, Jorge Marasic. Et n'hésitez pas à mettre tous vos commentaires pour cette vidéo. Au revoir. Merci.